Voilà, mesdames et messieurs, merci de nous retrouver sur la rubrique hebdo des éditorialistes sur Dimanche politique qui démarre tous les dimanches à partir de 12h30 minutes. Le plateau réservé aux des médias qui viennent commenter, analyser l'actualité de la semaine. Ils sont déjà là. Sylvain Banti, bonjour. Bonjour, Merci d'être là ce dimanche. merci de nous avoir invités. Oui, Sylvain Banti est le rédacteur en chef de l'hebdomadaire Le Municipal. Merci de répondre à notre invitation. Avec vous, Stéphane Arkinoukrosou. Bonjour Stéphane. Oui, bonjour Théodule. Merci d'être là ce dimanche, une fois encore. C'est Stéphane, il y a bien sûr Stéphane Arkinoukrosou est le rédacteur en chef du quotidien L'Autre Vision. Merci d'être là ce dimanche. Et puis Cyriac Dekenou, directeur de publication de Émergence Info, devra nous rejoindre d'ici là. Donc nous allons devoir démarrer avec vous. Le principe reste toujours le même. Ce sont les collègues qui sont ici, qui choisissent eux-mêmes les sujets à débattre. Et nous commençons par Sylvain. Sylvain Banji, quelle est l'actualité, le sujet qui vous a intéressé ces derniers jours? C'est les 20 ans de décentralisation au Bénin. Les 20 ans où, d'ailleurs, nous sommes dans le mois de la femme. Et pour faire un peu honneur aux femmes, nous avons pensé à elles durant ces 20 ans. Alors, quel est l'état des lieux de la participation des femmes à la gouvernance locale? Ok. Alors, on est d'accord que la participation des femmes dans l'arène politique, elle est mitigée. La présence des femmes, elle est mitigée au sein des partis politiques. On l'a toujours décrié. Ça, c'est clair. Alors, cela se remarque de plus en plus au niveau décentralisé. Depuis 2003, où nous avons commencé la décentralisation, et nous avons fait les premières élections, nous n'avons jamais franchi la barre des 5% de représentativité des femmes au sein des conseils communaux. Alors, 2003, 2008, jusqu'à ce qu'on ait les 4 mandatures, nous n'avons plus qu'avoir 79 femmes. Le taux le plus grand sur les 1800 et quelques conseillers qu'on doit avoir sur tout l'étendue du territoire national. Voilà. Alors, ce qui est à décrier. Et il faut vraiment lever le ton pour changer la donne. Pour changer la donne. Alors, cette donne-là a été déjà instiguée à travers les élections législatives passées. On a eu 29 femmes, ce qui est une première d'ailleurs au Bénin. Bien sûr. Alors, pourquoi ne pas aller aussi à cette école-là au niveau des élections communales et municipales d'ici 2026? Alors, il faut commencer déjà les tâches. Autrement dit, Oui. est-ce que vous vous demandez, est-ce qu'on ne pourrait pas initier aussi des tests des lois, consensus, des oui. consensus par rapport au niveau des conseils communaux pour qu'on ait une représentativité assez remarquable de femmes, c'est ce que vous voulez dire? Tout à fait, tout à fait. Alors, d'abord, ça doit venir d'abord des femmes elles-mêmes qui doivent porter la volonté politique au niveau des institutions, au niveau des instances, qui peuvent bien sûr porter loin cette décision-là, ce consensus-là, bien sûr. Alors, les femmes députées, d'abord, doivent porter aussi l'initiative avec le peu de femmes qu'on a eues au sein des conseils communaux durant cette 4e mandature qui va s'achever d'ici là. Alors, il faut mobiliser beaucoup plus les femmes à défendre le quota. Nous, on a réfléchi, on a dit, mais pourquoi ne pas avoir à imposer un quota au niveau des 546 arrondissements? Si nous avons 546 élus conseillers, cela peut donner quelque chose pour qu'on ait plus de maires au niveau des 77 communes. Parce qu'actuellement, nous sommes à 3 maires sur les 77. Vous imaginez ce que ça donne? Ça ne donne pas une bonne image de nous. Parce que d'abord, la gouvernance à la base de... On sait bien la position de la femme. La position de la femme au sein de nos foyers. Elles sont capables de mettre choses. Alors, leur donner une place de choix au niveau local, cela va donner beaucoup plus
un autre visage du Bénin, en fait. Voilà. Surtout qu'on en retrouve dans les groupements, associations au niveau des Voilà. nouveaux quartiers qui sont des dynamiques, très dynamiques. Oui. Et qui donnent d'ailleurs une allure. Voilà, regardez, lors des élections, comment les femmes sont mobilisées pour accompagner les candidats. Vous voyez, si c'était des femmes elles-mêmes qui sont mobilisées autour d'elles-mêmes, autour d'un potentiel candidat femme, vous voyez ce que ça allait donner. Alors, voilà, on a pensé à ce que, pourquoi il n'y ait pas des quotas pour relever ce défi-là d'ici 2026. Qu'on ait 50 femmes maires ou bien 40 femmes maires, c'est possible, bien sûr. C'est possible. Vous voyez, la dynamique est déjà en cours avec l'arrivée du Patrice Talon, où nous avons même eu une femme vice-présidente, une femme à la tête de l'Institut national de la femme. C'est déjà des brins, des étincelles d'abord que le président nous envoie pour déjà nous appeler les femmes à plus d'action en fait, à plus d'initiatives. À plus forte raison, quand il y a des actions qu'on peut déjà féliciter. On a le Rivella Bénin qui est né récemment, donc sur l'initiative de l'ANCB bien sûr. Il y a des actions, mais il faut vraiment porter ces actions plus loin, au niveau des grandes institutions, et bien sûr avoir l'accompagnement des 29 femmes représentées au niveau de l'Assemblée nationale, parce que c'est là-bas même que ça va se jouer. Voilà. Il faut vraiment, si on peut arriver à toucher la Constitution, pour avoir plus de voix de femmes au niveau des élections communales de 2026, cela va beaucoup changer la donne et notre image à l'international sera améliorée. Très bien. Merci Sylvain Banchi pour ce développement. Oui, Stéphane Rinrosso, votre avis sur ça, militer, travailler à ce qu'on ait beaucoup plus de représentativité de femmes au niveau des conseils communaux, au niveau surtout des arrondissements à partir de là. Oui, je pense que quand on suit Sylvain, l'état des lieux est catastrophique du point de vue représentativité, n'est-ce pas, donc des femmes. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est de savoir pourquoi on en est arrivé là. Si nous en sommes là, c'est qu'il y a des facteurs, qui ont milité ou qui travaillent tous les jours pour que nous n'atteignions pas cet idéal auquel... Vous pensez? Oui, absolument. Et quand je suis Sylvain, je me dis que on est déjà dans la solution la plus facile, qui est celle de la législation. Moi, je pense que... Mais ce n'était pour autant pas facile. Oui, mais c'est un raccourci qui, pour moi, ne règle pas fondamentalement le problème. On peut, à partir de la législation, essayer de revoir les choses, mais ça ne corrige pas, en fait. Donc, moi, je pense que c'est vrai, ça n'honore pas le Bénin. On doit travailler à corriger ça. Peut-être essayer de former des lobbying auprès des députés qui sont à l'Assemblée nationale pour qu'ils puissent voter des lois, etc. Mais pour moi, j'estime que nous devons aller au-delà. Au-delà parce que si nous en sommes arrivés là, c'est parce qu'il y a un blocage. Le blocage, c'est que les chefs de partis politiques ne veulent pas ouvrir les vannes aux femmes. Pourquoi ils ne positionnent pas les femmes? Moi, je pense que c'est cette thérapie-là qu'il faut faire. Parce que si on y va par des lois, c'est peut-être comme ça s'impose à eux. Voilà, on était en train de forcer. Et ils vont tout simplement souscrire à ce que la loi dit. Tout comme ils l'ont fait pour les élections législatives. Donc, il faut aller vers ces chefs de parti, discuter avec eux et chercher à comprendre quel est leur mental, quelle est leur psychologie, qu'est-ce qui les amène ou les empêche à positionner des femmes. Parce que moi, je continue de penser
que nous avons des femmes capables. Comme vous l'avez souligné tout à l'heure, nous avons des femmes capables qui peuvent être des élus sur le plan local. Mais pourquoi on ne le fait pas? Moi, je pense qu'il faut faire une enquête dans ce sens. Il faut aller vers eux et voir ce qui bloque pour que vraiment la situation puisse changer. Et donc, pour y arriver, il faut que les associations de femmes, il faut que les organisations non gouvernementales qui s'investissent dans le féminisme ou la protection de parité, genre, etc., que ceux-là aillent vers les acteurs politiques, fassent des lobbies pour aller les voir, pour dire, voilà l'état des lieux, ça ne nous honore pas, qu'est-ce que nous devons faire? Et c'est ce travail-là qu'il faut faire avant d'aller vers les lois, sinon ça ne va pas vraiment s'améliorer outre mesure. Oui, Sylvain, oui, allez-y. Vous autorisez. Oui. Alors, sur ce point-là, je voudrais en venir sur un état des lieux qui a été fait de la participation des femmes au sein des conseils communaux, ou bien même au sein des associations, ou bien même des institutions, des groupements et autres, pour pouvoir porter loin leur volonté à vraiment participer à la chose politique. D'abord, il se fait que on a plus de femmes d'ailleurs, quand vous allez au nord, elles sont représentées, elles sont vaillantes, elles sont décidées à vraiment donner, démontrer ce de quoi elles sont capables. Okay. Il faut aller voir, en fait, l'état des lieux de cette représentation d'abord, la volonté à la base. À la base. Pour savoir que, est-ce que nous sommes en train de vivre encore les pesanteurs socioculturels, oui. Vous voyez? Il y a un pas qui est fait sur ce pan-là. Il y a un pas qui est fait et c'est plutôt cette volonté de leur accorder la voix. Volonté des hommes, bien sûr, pour leur accorder la voix. Sinon, la volonté y est, les sensibilisations et autres, je crois on est déjà passé cette étape-là. Et il faut plutôt maintenant leur donner la voix. Elles sont représentées en bon nombre. Moi, et pour la chance que j'ai eue, j'ai parcouru une quarantaine de communes et grâce à des projets. Et c'est là que j'ai constaté que, tiens, il y a des femmes qui ont la voix vraiment et qui ont la volonté. Mais dans nos localités, dans les quartiers, les villages et tout. Même dans les projets, elles sont présentes. Oui. Mais est-ce qu'il y a une volonté, est-ce qu'il y a une loi pour pouvoir les porter? Déjà au niveau local, c'est ça, parce que là, il faut être précis, vous ciblez les arrondissements. Voilà. D'abord, parce que là... Voilà pourquoi je dis il faut aller au niveau des arrondissements avec le quota. Et si nous arrivons à avoir 546 élus locaux, femmes bien sûr, ça va déjà donner un espoir à la femme, un espoir à donner une nouvelle image à notre pays, le Bénin. Très bien. Oui, je voudrais par rapport à ça. Oui, je voudrais réagir très rapidement pour dire que, comme je le dis au confrère Sylvain, il ne faut pas trop forcer sur l'aspect législation, parce que, comme je l'ai dit tantôt, les chefs de partis politiques vont tout simplement souscrire à ce que la loi a dit. Moi, je pense que la masse que constituent aujourd'hui, ou le poids que constituent aujourd'hui les femmes dans les élections au Bénin, cette masse-là suffit à elle seule pour que les femmes puissent prendre le devant des choses. C'est-à-dire que les femmes aujourd'hui n'ont pas encore cette force de caractère pour prendre le devant des choses. Parce que quand on organise aujourd'hui un meeting et que vous allez voir que c'est rien que les femmes. Quand on veut, mais dès lors qu'on veut constituer des bureaux, des micro-bureaux, au niveau des arrondissements déjà, il y a des tractations pour recaler les femmes. C'est justement à ce niveau déjà que les femmes vont dire, si vous ne nous mettez pas, nous ne sommes plus prêts à vous soutenir. Donc, si les femmes ne décident pas de prendre parce que la liberté s'arrache, elle ne se donne pas. Et les hommes ne voudront jamais céder, puisque les hommes continuent d'exercer leur droit de veto jusque-là. Et il revient aux femmes de mener cette lutte-là. Et moi, je pense que leur liberté passera également par là. Et c'est fondamental. Il faut les éduquer à cela. Si elles-mêmes ne prennent pas conscience du poids qu'elles représentent dans le processus,
ça ne marchera pas. Très bien. Ça ne marchera pas. C'est vrai que Nous- cela ne doit pas être une sorte d'affrontement ouvert. Non, mais il faut échanger, montrer pourquoi elles doivent participer, et cela est important. Très bien. C'est vrai, c'est vrai. Et je voudrais Rapidement, revenir nous allons évoluer parce que nous avons plus d'autres sujets à débattre. En fait, je voudrais en 30 aborder secondes, un pan. oui. Oui. Et la culture du respect de la loi, ça vient petit à petit, ça vient par la discipline. Vous voyez, par la discipline qu'on émet avec la loi. C'est ça. Cette culture-là vient petit à petit. Elle ne peut pas venir tout d'un coup. Non. Si j'insiste sur le fait qu'on doit imposer à travers les lois, imposer un quota, bien sûr, à travers les lois, c'est parce que les lois nous obligent à avoir une discipline donnée. Vous voyez? Et quand nous rentrons dans cette dynamique de discipline, on est contraint, on s'habitue et ça devient notre quotidien. Très bien. Voilà pourquoi j'insiste bien sûr le quota Merci. de loi. Nous allons, Voilà. nous allons évoluer, aborder d'autres sujets d'actualité. Oui, depuis quelques jours, il y a cette polémique, actualité concernant un éventuel troisième mandat qui est évoqué. La question qu'on se pose, et vous avez voulu en parler, Stéphane, mais la grande question qui se pose aujourd'hui, mais pourquoi cette question du troisième mandat revient à chaque fin de mandat des présidents en exercice, après les 10 ans, mais pourquoi est-ce que ça revient très souvent? Quels sont les enjeux d'un troisième mandat, alors que constitutionnellement, ça n'est pas ça. La réponse est toute simple, hein, mais avant d'en venir à cette réponse, je voudrais rappeler que cette polémique liée au troisième mandat des présidents encore en exercice chez nous est alimentée par des soutiens. Le président de la République, pas forcément celui-ci, mais ça a toujours été alimenté par les proches du président qui est au pouvoir. Et ils le font à dessein pour qu'on ne leur retire pas le biberon. C'est très important. Il faut pouvoir le biberon, de quel biberon s'agit-il? Oui, parce que quand on sait que quand on est proche du pouvoir, on bénéficie des avantages du pouvoir. Et que lorsque on s'approche de l'échéance où on va vous retirer ces avantages, on s'inquiète du lendemain. Et donc, c'est ce souci ou de cette incertitude du lendemain qui fait que ces politiciens qui soutiennent les actions du chef de l'État au pouvoir instiguent ces genres d'actions pour peut-être forcer la main au chef qui est au pouvoir à céder à leur tentation. Parce que moi, je pense que ceux qui appellent à un probable troisième mandat, ce sont des gens qui tentent le président qui est au pouvoir. Et en l'espèce ici, moi, je pense que ceux qui font ce job devraient savoir que c'est toute la destinée, n'est-ce pas, donc du pays qu'ils sont en train de s'amuser avec la destinée du pays. Et il faut reconnaître que les chefs qu'ils veulent manipuler en faisant ces genres de choses ne sont pas dupes. Ils tiennent à leur honorabilité et je pense qu'ils ne céderont pas à ce type de tentation qui, d'une manière ou d'une autre, n'honore pas la démocratie. La démocratie a ses principes, la démocratie a ses règles. Et le peuple béninois reste toujours attaché à ses valeurs et à ses règles démocratiques. Et il faut dire que lorsqu'on regarde le chef de l'État actuel, Patrice Talon, qui est au pouvoir depuis, il l'a martelé à plusieurs occasions qu'il est en train de faire son second et dernier mandat. Il a affirmé devant les députés, il a affirmé à plusieurs occasions lorsque Boisbouvier lui avait accordé une interview, il a insisté sur le fait que c'est son dernier
dernier mandat. Et donc, que ceux qui alimentent cette petite polémique-là se disent qu'ils sont en train de jouer à un jeu qui forcément blesse la morale ou l'éthique politique. D'accord. Oui, Sylvain, votre avis sur la question troisième mandat, une question qui revient à chaque fin de mandat des chefs d'État. Ça, ce n'est vraiment pas pour la première fois qu'on en entend parler. Et ça suscite des questionnements. Qu'est-ce qui peut motiver cela, alors que la Constitution a été très claire là-dessus, justement. Je vais rester dans la même dynamique que mon ami Stéphane. Oui. Vous voyez, c'est très clair. C'est très clair. On veut s'assurer le lendemain. Et il faut passer par toutes les tractations pour y arriver. On veut rester accolé au jus. On veut rester accolé au pouvoir. Quand vous parlez de jus, quand vous êtes partisan du pouvoir, quand vous êtes proche du pouvoir, il y a quand même certains avantages d'office liés à votre positionnement. C'est clair. Oui. C'est de ça que je parle quand je parle de juge. Ça peut aller. Oui. Alors, vous voyez, Stéphane l'a bien dit. C'est pour s'assurer le lendemain. On veut rester là pour ne pas avoir des soucis après. On ne sait pas ce qui adviendra d'ici 2026. On ne sait pas, peut-être on a déjà commis des choses et on a peur. Donc, on a peur de perdre beaucoup de choses. On a peur de chuter. Or, ils ont oublié qu'ils s'amusent avec la vie de tout un peuple. La vie des hommes qui ont réfléchi pendant des années pour bâtir une nation, pour bâtir des lois. C'est se foutre des gens, ça, en fait. C'est se foutre des gens, des grands hommes qui se sont assis pendant des jours pour réfléchir et sortir des lois. Je parle de la Constitution, bien sûr, je parle du 90. Le 90 et, voilà. et de la nouvelle. Voilà. Vous voyez, cette dynamique doit être bannie. Il faut condamner ces genres de propos-là. Il est vrai, nous sommes dans une république démocratique, mais prenons conscience de ce que nous avons accepté. Nous avons accepté bâtir notre nation sur la loi démocratique. Mais on ne peut pas se permettre certaines choses. On ne peut pas, parce que cela peut découler en plusieurs soulèvements. On a eu le cas du Niger. Vous voyez, on a eu le cas au Niger, il n'y a pas eu un troisième mandat au Niger. Non. Des instigations ont été soulevées. Hein? Et des jeunes ont porté, vous voyez le message de l'ancien président. Non, l'ancien président de la Cour constitutionnelle, son message. Oui. Vous parlez de Tedolo. Voilà. Ouais. Il l'a bien signifié dans son message. Les cas qu'il y a eu au Niger, directement, c'est au cachot. Directement. C'est pour dire qu'il faut respecter, il faut avoir un honneur, un respect, un honneur pour la loi, un honneur pour le peuple, un honneur pour les grandes figures qui ont travaillé à ce qu'on ait un quotidien libre, paisible. Vous voyez? Donc, il faut vraiment apprendre à bannir ces pratiques. Ces pratiques, oui. Oui, je voudrais relever deux aspects qui me paraissent essentiels ici. Le premier, c'est que lorsque un chef d'État est en fin de mandat, où il ne peut plus rempiler, ceux qui vont se lever pour demander à ce chef-là de revenir au pouvoir, est-ce que ce qu'ils disent là est en harmonie avec ce que les textes prévoient? Ça veut dire qu'implicitement, ils sont en train de demander au chef de passer outre ce que la loi dit. Et ceux-là, on doit les prendre en compte. Les lois doivent les prendre en compte immédiatement. Il a dit que les autorités judiciaires doivent s'auto-saisir de ce dossier-là. Cela me paraît extrêmement important. Parce que on ne peut pas permettre que un chef d'État qui est déjà en fin de mandat, on puisse l'appeler à faire ce qu'il n'a pas peut-être l'intention de faire. Deuxième chose, un chef
qui a vraiment travaillé pour son pays n'a pas besoin de se maintenir au pouvoir pour pérenniser ses actions. Pourquoi? Parce que c'est une formation politique qui l'a porté au pouvoir, ou du moins quand il est venu au pouvoir, c'est une formation politique qui soutient ses actions. Alors, s'ils sont suffisamment partisans de ce chef, ils doivent s'approprier son esprit, ils doivent s'approprier son démarche pour que, dès que celui-là va laisser le pouvoir, ils aient un potentiel candidat capable de poursuivre les actions qui sont déjà menées par ce dernier qu'ils appellent à empiler. Et donc, si les partisans du chef l'appellent à se maintenir au pouvoir, c'est qu'ils ne sont pas capables de gérer le pouvoir. Et ça, c'est un aveu d'incompétence qu'il faut, à mon avis, ne pas encourager. Dans l'écurie, dans l'écurie des formations qui soutiennent l'actuel chef de l'État, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de gens capables de pérenniser les belles actions, les belles réformes initiées par le chef de l'État actuel. Pourquoi voudrait-on le maintenir ou pourquoi voudrait-on l'amener à se maintenir au pouvoir pour continuer? On n'a pas besoin. Est-ce qu'on ne peut pas être père éternellement? Ou du moins, d'une manière ou d'une autre, la mort finira pas par vous rappeler. Et donc, si vous n'êtes pas là, vos enfants vont dire, papa n'est pas là, on ne peut plus continuer. C'est un aveu d'irresponsabilité politique à mon avis. Merci, merci. Est-ce que c'est un mot à ajouter avant qu'on enchaîne de toutes les façons? L'autre chose qui amène ces instigations, parfois, c'est le fait de dire que ce sont des hommes qui ont bâti la Constitution, ce sont des hommes qui ont décidé la démocratie. Alors, ce sont des hommes eux-mêmes qui vont encore décider de la relancer, de la rebâtir encore. Ce sont des inspirations qui animent un peu ces propos-là, en fait. Ce sont des réflexions qui entourent ces propos-là, en fait. Et partant de ces idéologies, ils croient pouvoir berner l'homme. Or, il faut comprendre que ceux qui sont... Bon, je prends le président qui est au pouvoir actuellement, il a dit à maintes reprises. Lui, il veut servir d'exemple. Et d'ailleurs, il s'affiche un peu plus à l'international désormais. Alors, il ne peut pas... il y a un honneur à garantir bien après le pouvoir. Et le respect de la parole donnée compte beaucoup. Alors, qu'il vienne dire aujourd'hui qu'il cède à son troisième mandat, je pense qu'ils doivent réfléchir un peu, ils doivent revoir un peu l'histoire. Ils doivent revoir un peu celui qui est venu et ce qu'il a mis en place en fait. Okay. Les lois, les dispositions qu'il a mis en place, les réformes et son engagement personnel et envers le peuple d'abord, envers l'international, envers toutes sortes de couches. Donc c'est important de prendre ça en compte. De toute façon, ça reste toujours d'actualité. La suite, les jours à venir nous donneront une idée claire de toutes les façons. Personne ça a créé cette polémique. Personne n'est d'accord visiblement par rapport à cette idée qui est ventilée, qui est sortie depuis quelques jours. Comme nous le disions tout à l'heure, les jours à venir nous édifieront. Le débat oui, et je veux juste ajouter que le chef de l'État actuel, le chef de l'État, Patrice Talon, a déjà tellement donné pour ce pays, a déjà tellement fait pour ce pays qu'il ne céderait pas à ce type de manipulation. Il va sortir par une porte honorable. J'y crois fermement. Comme mon ami dit qu'il faut que la justice se saisisse de ce dossier, rappelons qu'on est dans un état de droit. Et un état de droit dit que vous avez la liberté d'expression. La liberté d'expression, mais on ne peut pas se prévaloir de cette liberté d'expression et dire n'importe quoi. Mais au cas où ces propos-là vont porter des actes de vengeance, de soulèvement, qui causeraient tort aux édifices publics et autres, c'est en cela que la justice sera beaucoup plus amène à agir. Nous l'annoncions en début d'émission, Syriac Dekenou. Il nous a rejoint. Syriac, bonjour. Bonjour, salut, passage, mesdames
monsieur les téléspectateurs de ETélé. Merci de nous rejoindre. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication de Émergence Info. Oui, nous sommes donc, nous étions en train de nous poser la question, troisième mandat, mais quels enjeux? Pourquoi est-ce que la question du troisième mandat revient à chaque fin de mandat des chefs d'État en exercice? C'est là la grande question. Quel est l'enjeu? Quel est l'intérêt? Bon, vous savez, le problème ne se pose pas qu'au Bénin. Généraliser cela, quand même, disons, à tous les pays africains, parce que lorsque vous prenez, quand même, disons, l'histoire de l'Afrique, l'histoire politique de l'Afrique, c'est que nous sommes partis d'abord des royautés où les gens sont déjà habitués, lorsqu'ils sont sur le trône, de ne quitter qu'après eux. C'est-à-dire après leur décès, et ceux qui succèdent à eux ne sont que quand même, disons, de leur lignée familiale. Donc déjà, il y a quand même, disons, cette histoire-là, cette sociologie qui est déjà rattachée quand même, disons, à la pratique politique africaine. Maintenant, c'est vrai que nous avons connu la démocratie qui nous a été quand même, disons, enseignée ou bien quand même prodiguée par les Occidentaux. Donc aujourd'hui, cette démocratie a du mal à être sédimentée quand même, disons, dans l'habitude des Africains. Maintenant, n'oubliez pas aussi un fait. Pourquoi est-ce que cette action de troisième mandat arrive, ou bien quand même, disons, susciter un troisième mandat arrive? C'est que il y a toujours autour des chefs, quand même, disons, des turiféraires, ou bien quand même, disons, des caciques qui pensent que lorsque ce chef-là quitterait, que ce serait le déluge, notamment pour eux. Vous comprenez? Parce que l'on est toujours quand même, disons, dans une vision de conserver les avantages que l'on a, parce que l'on a son fils qui est chef de l'État, on a quand même, disons, un parent qui est ministre, on a telle personne qui est au fait DG, et la façon dont l'on a gardé le pouvoir pendant quand même, disons, lorsque l'on est encore là, c'est-à-dire on craint que lorsque le pouvoir descendrait quand même, disons, aux mains des opposants, que l'on soit quand même, disons, martyrisé. Mais n'oubliez pas aussi un fait, c'est le fait que nous vivons dans un environnement de suspicion permanent. On n'a pas confiance même, disons, à des collaborateurs avec lesquels on travaille. On pense que dès lors qu'il sera là, qu'il ne resterait pas fidèle. Prenons simplement le cas du Bénin, puisque en réalité, ce débat, cette affaire de troisième mandat a été en quelque sorte, disons, ressuscité, puisque le problème était déjà réglé, selon moi, par Maître Jacques Mingan, qui est venu quand même, disons, se prononcer, je ne sais, sous quand même, disons, quel sondage, lui, se serait basé pour estimer que le peuple béninois ne voudrait que à ce que Patrice Talon fasse un troisième mandat. Opinion, en fait. C'est-à-dire une opinion quand même, disons, qu'il faut condamner. C'est-à-dire des types d'opinions qu'il faut condamner à jamais, parce que si le souhait de Patrice Talon, c'était quand même, disons, de briguer un troisième mandat, il n'aurait pas œuvré pour que dans la modification de la Constitution, notamment l'article 42, que cela soit inscrit, que nul ne peut exercer plus que 2 mandats de toute sa vie. Avant, ce n'était pas de toute sa vie. Mais Patrice Talon l'a mentionné. Et je me rappelle très bien de ces dernières déclarations, que ce soit sur France 24, RFI et autres, qu'il est revenu là-dessus en disant que le problème est réglé. Je ne sais pas si vous avez fait lecture de quelques interviews accordées au chef de l'État et puis à son entourage d'ailleurs, par Jeune Afrique dernièrement, qui a dit que le problème du départ de Patrice Talon en 2026 est déjà réglé. Mais qu'il ne reste que quand même, disons, qui pourrait quand même, disons, le succéder. Donc, lorsque vous avez un certain Jacques Mingan qui certainement... Maître Jacques Mingan, nous allons dire par respect. Maître Jacques Mingan, quand même, disons, qui certainement, quand même, disons, lègne sans doute une nouvelle désignation des membres de la Cour constitutionnelle ou bien autre chose, puisque depuis 2016, il n'a pas été récompensé, pour venir quand même, disons, dire que je pense que c'est une sorte de pagaille et l'on doit être en mesure de réprimander ces types de turiféraires tels qu'au Niger ça a été, parce que imaginez un temps soit peu, c'est comme ça qu'en réalité ça commence. Lui il a dit, heureusement que tout le monde s'est levé, même des médias proches du pouvoir, pour condamner ce type de propos. Imaginez que lui il a dit aujourd'hui, et que demain peut-être, disons, à Parakou, des jeunes s'organisent et disent que nous voulons que Patrice Talon continue, et que peut-être à Commun demain, d'autres organisent, à Pobet demain, d'autres organisent. Patrice Talon, c'est un humain. C'est du sang humain qui circule en lui. Il serait tenté. Vous comprenez? Donc, je pense que nous ne devrons en aucun cas, lorsque l'on est intellectuel, lorsque l'on se dit intellectuel d'un certain rang, quand même, et lorsque aussi l'on est juriste, laisser de place c'est-à-dire à certaines tentations
qui en aucun cas ne font pas évoluer le Bénin. Patrice Talon est en train de travailler, il faut l'avouer, ce qu'il fait c'est très bien, il faut l'avouer, et nous sommes sûrs et certains qu'il a dans son entourage, qu'il a au sein de son équipe, tel qu'il a de l'avance presque sur tout le monde, des gens susceptibles quand même, disons, de pouvoir continuer cette marche entamée et que lui, dans l'ombre, il pourra les aider à bien l'achever. Très bien. Merci. Je crois que ça a été on vient d'écouter la position de Cyriaque par rapport à la question qui vous rejoint. Oui, il nous a rejoint de la plus belle des manières. Oui. Je pense que c'est de ça qu'il s'agit. Il faut décourager ces gens de pratiques qui n'ont pas du tout notre démocratie. Très bien. Oui, alors nous allons évoluer pour aborder le troisième sujet. Il s'agit véritablement de toute la polémique qui entoure les conditions que vivent Madame l'ancienne ministre de la Justice, Rekia Madougou, vraiment victime d'un régime particulier en prison ou simple marchandage d'avocats. Là, la grande question qu'on se pose, puisque oui, ces dernières heures, le président, l'ancien président Boni Yayi est monté au créneau par une si longue lettre envoyée donc au ministre de la Justice et au président de la République. Votre réaction, Stéphane, par rapport à ça? Oui. Vraiment victime d'un régime particulier ou marchandage d'avocats ou on a il sera un peu difficile de donner une réponse assez péremptoire à cette question, dans la mesure où nous ne vivons pas avec Rekia Madougou en prison. C'est elle qui vit sa réalité, c'est elle qui se lève pour dénoncer par le biais de ses avocats. Et on peut comprendre l'ancien chef d'État Boni Yayi qui prend le relais pour, d'une certaine manière, inviter le ministre de la Justice et le chef de l'État à pouvoir ménager la situation pour que Rekia Madougou puisse vivre dans des conditions assez humaines. Maintenant, c'est de savoir si c'est la bonne manière. Pour moi, je pense que c'est la question fondamentale qu'il faut se poser. Est-ce la bonne manière? Est-ce que cette communication arrange Rekia Madougou elle-même? Si, lorsque vous êtes dans une situation... Parce qu'en fait, c'est pas que Rekia Madougou, il y a que Joël Aïvo. Oui, il y a Joël Aïvo, et les autres. Oui. Lorsque vous êtes dans une situation où tout le monde estime qu'on doit pouvoir plaider en votre faveur pour que la situation soit revue et qu'une solution politique soit trouvée à cette situation, je pense qu'il faut ménager la situation en essayant de voir, de faire une communication plus ou moins diplomatique. Moi, il faut dire que le Rekia Madougou, si ce qu'elle dénonce là, ce qu'elle dénonce ou ce qui est relayé là est vrai, si c'est justifié, je pense que il y a des voies de recours. Nous sommes dans un état de droit. Il y a des voies de recours. Il y a des voies de recours. Les avocats de Rekia Madougou ne doivent pas avoir cette propension à vilipender le régime en place. Ça n'arrange pas la situation de leur cliente. Ça n'arrange pas la situation. Il faut pouvoir faire des jeux de coulisses. Moi, je pense que c'est ça qui serait la solution la meilleure. Il faut faire des jeux de coulisses. Je ne sais pas si c'est simple. Les avocats montent les enchères pour que Rekia Madougou ou Joël Aïvo aient une situation particulière. Mais il n'y a pas de situation particulière à faire. Quand vous êtes détenu, il y a des règles qui sont prévues. Il y a des règles qui sont prévues. Il n'y a pas de situation particulière à faire parce qu'il y a des milliers de personnes qui sont en prison. Dans quelles conditions ceux-là vivent, on ne sait pas vraiment. Donc, on ne peut pas s'inscrire dans une logique de favoritisme. Si il y a une situation à faire, on le fait pour tout le monde. Et donc, moi, je pense que les avocats, aussi bien de Rekia Madougou, de Joël Aïvo, doivent pouvoir ménager la situation pour que des jeux de coulisses se fassent, pour qu'il n'y ait pas trop de tapage autour de cette situation. Sylvain.
C'est cette affaire, je vous dis, comme Stéphane l'a dit, on ne sait vraiment pas dans quelles conditions vit Madougou là-bas, parce que ce n'est pas vérifié physiquement parlant. On n'a pas les preuves physiques pour démontrer vraiment, voilà, telle condition dans lesquelles vivent Rekia et Aïvo. Alors, mais il faut comprendre derrière cette polémique, derrière cet étonnement, la volonté de faire monter le peuple pour porter loin la volonté, ou plutôt faire porter la décision pour salir, je vais dire, en fait, le régime en place. Pour trouver toujours des propos, des allégations contre ce régime en place. Vous voyez, dans cette affaire de Rekia Madougou, il faut trouver la pièce maîtresse pour vraiment arriver à ce que des grandes figures prennent des décisions, des grandes figures se mettent dans la danse pour que la situation se règle, pour qu'on arrive même à une amnistie pour eux. Parce qu'on sait dans les conditions dans lesquelles elle a été condamnée, avec Joël bien sûr. Donc on sait toutes les tractations qu'il y a eu au début, les soulèvements qu'il y a eu pour que cette décision ne soit jamais prise. Je parle de la condamnation bien sûr, 20 ans et 10 ans. Et il faut trouver des alibis pour nourrir ce soulèvement où il faut vraiment refaire appel pour que l'affaire soit réétudiée, pour qu'on prenne des décisions d'amnistie. Vous voyez, il faut trouver des pièces pour nourrir. Alors, je vois que c'est juste pour instiguer Talon à reprendre le dossier en fait. C'est tout. Très bien. Et Syria Tekeno? Bon, vous savez, c'est un sujet qui fait d'ailleurs partie, au même titre que, quand même, disons, d'autres, des sujets qui, depuis environ 2 semaines, nourrissent l'actualité politique au Bénin. Cette détention de Rekia Madougou, notamment les conditions dans lesquelles elle aurait été, quand même, c'est-à-dire elle serait détenue. Je pense que c'est des lanceurs d'alerte qui, quand même, disons, ne cessent de relayer ce dont elle serait victime, notamment des questions, notamment, c'est-à-dire ce que son avocat avait déclaré, puisque l'avocat aurait été interdit, si, quand même, disons, on s'en tient aux propos de Maître Renaud Agbodio, c'est-à-dire, aurait été, quand même, disons, interdit d'aller, c'est-à-dire, on lui aurait interdit de revoir quand même, disons, le temps qu'elle passe quand même avec sa cliente, alors que par le passé, elle avait droit à 3 jours de visite par semaine. Cela aurait été réduit à 1 seul jour de visite, c'est-à-dire il aurait volontiers réduit ça à 1 seul jour de visite par semaine. Mais finalement, dernièrement, lorsque l'avocat s'était porté au niveau quand même, disons, de la prison civile de Misrété, l'avocat aurait été empêché d'aller voir sa cliente. Je pense que c'est vrai qu'il n'y a pas de traitement de faveur, quand même, disons, à un détenu, puisque nous sommes tous égaux devant la loi. Cependant, il faut quand même comprendre que, d'une certaine façon, que c'est le gouvernement, de par son silence, qui contribue quand même, disons, à alimenter toute cette polémique. Je pense que dans notre parution à Émergence Info du vendredi dernier, nous avons invité finalement le gouvernement à se prononcer, puisque aujourd'hui, que ce soit à la prison civile de Cotonou, où Joël Aïvo est détenu, ou à la prison civile de Misrété, mais aussi à la prison civile d'Abomey-Calavi, il a été relayé abondamment sur des réseaux sociaux des cas de coupure d'électricité. Vous imaginez, c'est tellement délicat, surtout lorsque nous connaissons la surpopulation carcérale. Donc, lorsque des situations comme ça ont été relayées, pourquoi ce silence? Est-ce vrai? Est-ce faux? Difficile aujourd'hui de pouvoir en déduire le vrai et le faux. Et nous le savons tous en tant que journalistes, entre une vraie information et une fausse information, celle qui a la chance de prospérer, c'est la fausse information. Donc, lorsque le gouvernement garde aujourd'hui le silence et ne vient pas s'expliquer, lorsque l'on dit que Rekia Madougou aurait été séparé de ses co-détenus, lorsque l'on dit aujourd'hui en réalité, qu'elle est aujourd'hui à l'isolement, ce sont des sujets tellement quand même, disons, intéressants
délicats pour lesquels l'on doit sortir pour se prononcer. Encore plus est que le Bénin aujourd'hui est dans une marche. Je vous dis, c'est vrai que Rikiat Madougou, on ne peut pas polariser quand même, disons, toute l'attention de la justice béninoise sur le cas Rikiat Madougou. Cependant, n'oublions pas que c'est une détenue politique dont le cas a fait l'objet de recommandations de la part des Nations Unies et de bien d'autres structures de défense des droits de l'homme. Donc, lorsqu'il s'agit déjà d'un cas pareil et que des sujets comme ça reviennent et que nous-mêmes, nous ne sommes pas dans la prison pour avoir la certitude de ce que ça soit vrai ou faux, je pense que c'est tout à fait normal que le gouvernement se lève pour démentir. Je pense que, y compris Madougou ou Joël Aïvo, sont aujourd'hui, quand même, disons, en train de jouer sur un même tableau, le même tableau sur lequel Patrice Talon avait joué en 2015, par exemple. C'est-à-dire un tableau sur lequel on essaye, un tant soit peu, de communiquer abondamment pour montrer tout ce dont l'on est victime. Vous savez, lorsqu'il y avait eu cette affaire de passeport non délivré à Patrice Talon, vous comprenez, en 2015, pour pouvoir rentrer au pays, lorsqu'il y avait eu quand même, disons, cette affaire-là de saisie des usines de Patrice Talon et toute la communication qu'il y a eu autour, tout ça, et lorsque l'on est dans une condition pareille, l'on court le risque de rendre populaire une victime, encore que nous avons une population qui majoritairement adore les victimes. Les Béninois sont comme ça. Le Béninois aime vous opposer celui que vous détestez le plus. Aujourd'hui, à venir au devant de la scène pour dire non, rien n'est de tel. Et maintenant, à nous, journalistes, maintenant, de relayer ça au sein de l'opinion pour montrer aujourd'hui la manipulation que l'on veut faire, quand même, disons, de l'opinion publique et internationale. Très bien. Merci. De toute façon, ça reste d'actualité, puisqu'il y a, et bien sûr, la conférence de presse organisée de l'autre côté, jusqu'à ce que le président, l'ancien président, le président d'honneur des démocrates, Yahya Boni, est monté au créneau pour dénoncer la chose. Ça reste à suivre. Est-ce que d'ici la semaine prochaine, comme vous le proposez, Cyril Dekenou, le gouvernement va certainement monter au créneau, puisqu'il y a eu déjà des réactions par rapport au cas du professeur Joël Frédéric Aïvo. Le régisseur a envoyé une lettre. Peut-être dans la semaine, le gouvernement devra communiquer sur ça pour nous apporter des clarifications. Nous avons encore moins de 5 minutes pour parler du dernier sujet. Il s'agit des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Le Bénin, qui a été tenu en échec mercredi dernier, pratiquement, contraint de partager les points avec les Rwandais. Alors, la question qu'on se pose, le Bénin continue-t-il de garder ses chances de qualification? Bien sûr, le Bénin garde ses chances, mais très très minces, hyper minces, parce que vous voyez, le Bénin a déjà fait face au Mozambique, qui a perdu. Le Rwanda, qui était, disons, sa seule chance. Qui était aussi face au Sénégal, oui. Qui a perdu. Non, au Sénégal, on sait que bon, il n'y avait pas d'espoir. Mais Mozambique et Rwanda, on s'attendait au moins à prendre les points. Voilà, les chances se sont amoindries lors des derniers matchs qu'on a eu à vivre. Les chances que le Bénin a désormais, c'est de tout faire pour avoir les points, c'est-à-dire battre le Rwanda. Un match retour, avec retour, tout le flou qu'il y a autour même de ce match retour. Ok. Il y a battre le Mozambique. Ensuite, tout faire pour peut-être, à la limite, avoir un match nul avec le Sénégal, un match retour. Dans ce cas, il faut aussi espérer que le Mozambique et le Rwanda fassent match nul et, quoi qu'ils perdent avec le Sénégal, bien sûr. C'est dans ces conditions-là qu'on peut espérer que le Bénin obtienne la qualification pour la CAN. Et Stéphane? Bon, quand je suis Sylvain, il y a trop de calculs. Il y a trop de calculs. Espérons. Moi, je veux juste dire que les guépards, je pense, les guépards devront se reprendre, mais je n'y crois plus. Très bien. Ça, c'est Stéphane qui n'y croit plus. Cyriac, vous n'y croyez plus?
Ou bien vous êtes encore dubitatif? Est-ce que c'est une question de foi? Vous savez, lorsque l'on s'en tient aux jeux produits par les écureuils du Bénin qui manquent cruellement de tueurs, Les guépards. les guépards, Il est nostalgique. les guépards du Bénin qui, tels que Fraternité l'avait titré, sont quand même, disons, dans des guêpes. Je pense que nous avons quand même assez de problèmes avec cette équipe nationale parce que nous manquons de tueurs. Vous remarquez très bien que l'équipe nationale manque de véritables buteurs. Que ce soit face au Mozambique où nous avons dominé presque tout le jeu, nous n'avons pas été capables, disons, de marquer des buts. Et c'est depuis que Razak Omotorossi n'est plus là que nous avons ce problème-là, malheureusement, avec l'équipe Depuis le départ nationale. Voilà. Et vous savez, aujourd'hui, le Bénin a très peu de chances de se qualifier. Pourquoi? Parce que nos 2 matchs à domicile, de façon successive, disons que nous les avons presque perdus parce que lorsque vous ne parvenez pas à gagner face au Rwanda, face, disons, aux Mozambicains, ce n'est pas les Sénégalais que vous allez battre ici à Cotonou, je ne pense pas. Puisque Cotonou n'est pas forcément une citadelle imprenable, je ne pense pas. Aujourd'hui, il nous faudra gagner au Rwanda, puisque la décision de la CAF est sortie avant-hier. La décision de la CAF disait déjà que le match retour initialement prévu pour avoir lieu à Cotonou aura finalement lieu à Kigali, mais sans supporters. Donc nous allons jouer un match à huis clos là-bas, sans aucun supporter, parce que il n'est pas possible aujourd'hui pour le stade, vu quand même, disons, les risques de garder des supporters. Mais regardons ailleurs. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que c'est pour la première fois, et je pense que c'est depuis l'avènement du président Patrice Talon au pouvoir, que les moyens sont là, présents. Bien sûr. Et le Bénin participe régulièrement à toutes les compétitions, que ce soit dans la catégorie de jeunes. Mais nous ne gagnons absolument rien. Moi, je le dis, c'est-à-dire certains peuvent quand même, disons, me condamner, mais cette fédération béninoise de football ne produit absolument aucun résultat qui soit à la hauteur, quand même, disons, des moyens que le gouvernement essaye de mettre à disposition. Donc, cette fédération doit revoir sa copie. On risque quand même, disons, d'être balayé un de ces jours pour que nous puissions avoir une fédération. Parce que même, disons, sur des questions, nous savons que le football, c'est une question de mafia. Vous voyez même, disons, que sur des questions essentielles pour lesquelles le Bénin jamais ne se faisait doubler, autant de quelqu'un dont je ne voudrais pas citer le nom ici, malheureusement, on nous dit que le match retour allait avoir lieu ici à Cotonou. Mine de rien, on décide maintenant du jour au lendemain ce que le match retour ait encore lieu, disons, au Rwanda. Alors que dans les coulisses, il fallait quand même, disons, faire ce qu'il fallait faire, agir tel qu'il fallait le faire pour que le match retour ait au moins lieu ici. Très bien. Donc, le Bénin a très peu de chances de se qualifier quand même. Très bien. Merci, Sylvain. Merci. J'aurais voulu, bien sûr, retorquer à Syriac. Quand il dit que la fédération ne travaille pas. Et qu'il y a des moyens, mais qu'on n'a pas encore les résultats. Mais on vient d'avoir un nouvel entraîneur. Oui. Un nouvel entraîneur, est-ce que c'est un résultat? D'accord, très bien. Merci, chers collègues. Nous aurons le temps de revenir sur ces sujets. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin l'hebdo des éditorialistes de ce dimanche 26 mars. Merci de nous avoir suivis. La suite, c'est bien sûr le bulletin de l'information et puis toute l'équipe pour le débrief. Très bonne suite des programmes sur ETélé. Vous êtes bien sur Dimanche, c'est politique.